Mon fils m'a conduite dans la forêt pour un pique-nique. Il m'a abandonnée là et il est parti. Il ne savait pas que j'avais le double de ses clés de voiture et un traceur GPS dans mon sac à main. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, cela vous semble familier. Je vous demande seulement d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela m'aidera à continuer à ouvrir mon cœur. Je me réveille chaque matin dans mon petit appartement au 3e étage d'un vieil immeuble du 19e arrondissement de Paris. Le radiateur en fonte cliquette comme un vieux fantôme et l'odeur de la blanquette de veau de Madame Lefebvre s'infiltre à travers les murs fins. Mes articulations me font mal lorsque je bascule mes jambes hors du lit. 73 ans, et certains jours, je sens chacune de ces années peser sur mes épaules comme un lourd manteau que je ne peux pas enlever. La routine matinale ne change jamais. D'abord le café, noir, car j'ai appris à vivre sans les petits luxes. Ensuite, je consulte mon téléphone, faisant défiler des messages qui ne semblent jamais inclure mon nom. Ma liste de contacts compte 27 personnes, mais la plupart du temps, elle pourrait tout aussi bien être vide. Le silence s'étire dans mon appartement comme une chose vivante, s'installant dans les coins où se trouvaient autrefois des photos de famille. Je me souviens avoir plié cette nappe à carreaux rouges et blancs la veille de ce que je pensais être notre pique-nique. Mes mains lissaient chaque pli, comme je le faisais quand Antoine était petit et que nous étalions des couvertures dans le bois de Vincennes. Il avait 8 ans à l'époque, les dents du bonheur et plein d'émerveillement, courant après les pigeons pendant que je déballais des sandwichs coupés en triangles parfaits. Où est passé ce petit garçon? Quand est-il devenu cet étranger qui ne m'appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose? Le texto est arrivé un mardi matin d'octobre. « Salut maman, ça te dit un pique-nique ce week-end? Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas passé de temps ensemble. » J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que mes yeux s'emplissent de larmes. « Enfin, ai-je pensé. Enfin, mon fils veut être avec moi. » J'aurais dû me méfier. J'aurais dû voir le schéma à ce moment-là, mais l'espoir est une chose tenace, surtout dans le cœur d'une mère. Vous savez, parfois, on peut sentir les souvenirs. Ce matin-là, je jure que je pouvais sentir l'odeur de son shampoing pour bébé mêlée à l'air d'automne qui entrait par la fenêtre de ma cuisine. Je suis allée au supermarché et j'ai acheté tout ce que je me souvenais qu'il aimait. Une tarte aux pommes de la pâtisserie, la plus chère dans sa boîte en plastique transparent. Du jambon fromage dans une baguette tradition, bien garnie comme il l'aimait. Même ces chips artisanales qui coûtaient 2 fois plus cher que les autres. J'ai tout emballé dans mon vieux panier en osier, celui avec l'anse cassée que je me promets de réparer depuis 3 ans. Mes mains tremblaient un peu en emballant les sandwichs dans du papier sulfurisé. L'excitation était une sensation étrangère dans ma poitrine, comme porter une robe qui ne me va plus tout à fait. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un, n'importe qui, m'avait invité quelque part? Le samedi matin est arrivé, vif et clair. Octobre à Paris a cette façon de faire ressembler tout à une carte postale, toute de lumière dorée et de feuilles bruissantes. J'ai mis mon plus beau pull, le bleu qui faisait ressortir mes yeux avant qu'ils ne virent à ce gris fatigué. J'ai même mis du rouge à lèvres, ce que je n'avais pas fait depuis des mois. En me regardant dans le miroir de la salle de bain, j'ai essayé de voir ce que mon fils pourrait voir. Remarquerait-il que j'avais perdu du poids? Se soucierait-il du fait que je m'étais sentie seule? On a frappé à ma porte à 10h30 précises. Ponctuel, ai-je pensé, c'est déjà ça. À travers le Judas, j'ai vu Antoine dans le couloir, les mains enfoncées dans les poches de sa veste, regardant son téléphone. Toujours le téléphone. Même quand il était là, il n'était pas vraiment là. « Tu es prête, maman ?» a-t-il demandé quand j'ai ouvert la porte. Pas de câlin. Aucun commentaire sur mon apparence ou l'effort que j'avais clairement fait. Juste ces quelques mots, adressés à l'espace quelque part au-dessus de mon épaule gauche. Le trajet a commencé assez agréablement. Nous avons parlé de la météo, du fait que les feuilles changèrent de couleur plus tard cette année. Une conversation de surface, le genre qu'on a avec des inconnus dans un ascenseur. J'attendais qu'il me demande comment j'allais, vraiment, pas seulement la version polie, mais les questions ne sont jamais venues. Alors que nous nous éloignions de la ville, les immeubles ont cédé la place à la banlieue, puis à la forêt. Le GPS de son tableau de bord nous indiquait que nous nous dirigions vers le sud, vers des zones que je ne reconnaissais pas.
Quand j'ai demandé où nous allions, il a juste dit que c'était une surprise, un endroit spécial qu'il avait trouvé. Sa voix avait une pointe que je n'ai pas su identifier alors. Mais avec le recul, je me demande si ce n'était pas de la culpabilité. La voiture s'est finalement arrêtée à ce qui ressemblait à l'entrée d'un sentier de randonnée. Pas de parking, pas de table de pique-nique, juste un étroit chemin de terre disparaissant dans une forêt dense. Mon estomac s'est un peu noué, mais je me suis dit de lui faire confiance. C'était mon fils, mon garçon, l'enfant que j'avais porté pendant 9 mois, soigné pendant ses fièvres, à qui j'avais appris à faire du vélo dans le parc derrière notre ancien appartement à Boulogne. « C'est ici », a-t-il dit en sortant de la voiture. J'ai peiné avec le lourd panier de pique-nique, et un instant j'ai cru qu'il allait m'aider. Au lieu de ça, il a marché devant, me laissant me débrouiller seul. Le chemin était inégal, plein de racines, plus difficile à parcourir que je ne l'avais prévu. Mes genoux protestaient à chaque pas, mais je n'ai rien dit. Je ne voulais pas être la vieille femme qui se plaint, le fardeau qu'il semblait déjà voir en moi. 20 minutes plus tard, dans la forêt, il s'est arrêté dans une petite clairière. Pas de table de pique-nique, pas de banc, juste un cercle d'herbe entouré de pins imposants. Le silence était profond ici, rompu seulement par le murmure du vent dans les hautes branches. Cela aurait dû être paisible, mais quelque chose n'allait pas. La façon dont il vérifiait son téléphone constamment, la façon dont ses yeux allaient partout, sauf sur mon visage. J'ai étalé la nappe sur le sol, mes genoux craquant alors que je m'agenouillais pour lisser les coins. Le panier semblait plus lourd que ce matin-là, ou peut-être étais-je simplement fatiguée par la marche. Sur cette nappe à carreaux rouges, j'ai disposé tout ce que j'avais apporté, chaque article placé avec soin. Les sandwichs, la tarte, les belles serviettes que je gardais pour les grandes occasions. « Ça a l'air bien, maman », a-t-il dit, mais sa voix était distraite, lointaine. Il tapait à nouveau sur son téléphone, son pouce se déplaçant rapidement sur l'écran. Je voulais lui demander à qui il écrivait, ce qui était si important que ça ne pouvait pas attendre la fin de notre déjeuner. Mais j'ai tenu ma langue, comme j'avais appris à le faire au fil des ans. Nous avons mangé dans un silence quasi total. J'ai commenté la beauté des arbres, la tranquillité loin du bruit de la ville. Il hochait la tête et faisait des bruits d'approbation. Je sentais que son esprit était ailleurs. Toutes les quelques minutes, son téléphone vibrait, et il y jetait un coup d'œil avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Anxiété? Attente? Quelque chose de plus sombre? Puis c'est arrivé. Sans avertissement, sans explication, il s'est levé. « Je dois passer un appel », a-t-il dit, toujours en regardant son téléphone. « Un truc de boulot. Tu sais ce que c'est ?» Je l'ai regardé se diriger vers le bord de notre petite clairière, le téléphone collé à l'oreille. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais sa posture a changé. Tendu. Urgent. Ce n'était pas un appel professionnel, c'était tout autre chose. 20 minutes ont passé, puis 30. Les ombres s'allongeaient et la température commençait à baisser. « Antoine ?» ai-je appelé doucement. « Est-ce que tout va bien ?» Il s'est alors retourné, et pendant 1 seconde, j'ai vu quelque chose sur son visage qui m'a glacé plus que l'air d'octobre. Ce n'était pas de l'amour ou de l'inquiétude, ni même une légère irritation. C'était du calcul. Un calcul froid et mesuré, comme s'il résolvait un problème de mathématiques dans sa tête. « En fait, maman, je dois y retourner », a-t-il dit, marchant vers moi mais sans s'asseoir. Un imprévu. Urgence au travail. J'ai commencé à remballer le pique-nique, mes mains bougeant automatiquement alors que mon esprit luttait pour comprendre ce qui se passait. Nous étions là depuis moins d'1 heure. Les sandwichs étaient à peine touchés, la tarte encore dans sa boîte. Toutes mes préparations minutieuses, tout mon espoir, condensé dans ce nettoyage précipité pendant que mon fils se tenait au-dessus de moi, les clés déjà à la main. Mais il ne se tenait plus au-dessus de moi. Il s'éloignait, retournant vers le chemin que nous avions pris dans la forêt. J'ai arrêté de remballer et j'ai levé les yeux, confuse. « Antoine ?» ai-je appelé. « Où vas-tu » Il s'est arrêté sans se retourner. « Je reviens tout de suite, maman. Juste besoin de vérifier quelque chose. » Et puis il a disparu, avalé par les arbres et les ombres grandissantes, me laissant seule dans une clairière que je ne reconnaissais pas,
dans une forêt que je n'avais jamais vue auparavant, sans aucune idée de comment retourner à la civilisation. Au début, j'ai pensé que c'était exactement ce qu'il avait dit. Une brève absence, peut-être avait-il oublié quelque chose dans la voiture. Je me suis assise sur la nappe et j'ai attendu, écoutant le bruit des pas sur le sentier. Le vent s'est levé, faisant déraper des feuilles sèches sur l'herbe. Quelque part au loin, une branche a craqué et est tombée. 10 minutes sont devenues 20. 20 sont devenues 40. Le soleil était plus bas maintenant, projetant de longues ombres qui semblaient m'atteindre avec des doigts sombres. Ma gorge était sèche, et j'ai réalisé que j'avais fini ma bouteille d'eau pendant le déjeuner. La température chutait rapidement, et mon pull léger semblait soudain inadéquat contre le froid grandissant. C'est là que la vraie peur s'est installée. Pas la panique rapide d'une surprise momentanée, mais la lente et rampante prise de conscience que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai crié son nom, plus fort cette fois, ma voix résonnant étrangement dans les bois vides. Aucune réponse. Seulement le bruit du vent et l'appel lointain d'un oiseau que je ne pouvais pas identifier. J'ai essayé son numéro de téléphone. Directement sur la messagerie vocale, avec cette voix artificiellement joyeuse qui disait qu'il n'était pas disponible pour le moment mais qu'il me rappellerait dès que possible. Le même message que j'entendais depuis des mois chaque fois que j'appelais, sauf que cette fois, c'était comme une porte qui claque. Se lever faisait mal. Mes genoux s'étaient raidis pendant que j'attendais assise, et le panier de pique-nique semblait incroyablement lourd alors que j'essayais de rassembler nos affaires. Mais à quoi bon? Où les emmènerais-je? Je ne savais même pas quelle direction menait à la voiture, en supposant que la voiture soit toujours là. Le sentier, quand je l'ai enfin retrouvé, semblait différent. Était-on venu de la gauche ou de la droite? Les arbres se ressemblaient tous, grands, sombres et indifférents à ma panique croissante. J'ai choisi une direction et j'ai commencé à marcher, le panier de pique-nique de plus en plus lourd à chaque pas, mon souffle sortant en petites bouffées dans l'air qui se refroidissait. 20 minutes plus tard, je me suis retrouvée dans la même clairière. La nappe rouge était toujours étalée sur le sol où je l'avais laissée, une accusation brillante contre l'herbe qui s'assombrissait. J'avais marché en cercle complet sans m'en rendre compte. La forêt m'avait avalée et j'étais perdue. Je me suis assise lourdement sur une bûche tombée et j'ai laissé la vérité m'envahir. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une urgence de travail ou un objet oublié dans la voiture. Mon fils m'avait amené ici délibérément, dans cet endroit isolé où personne ne me trouverait rapidement. Il avait planifié cela, y avait réfléchi, avait pris une décision sur ce qu'il fallait faire de sa mère vieillissante. Le mot « abandonner » semblait trop clinique pour ce qui m'arrivait. C'était quelque chose de plus profond, de plus personnel. C'était un effacement. J'étais en train d'être rayée de sa vie aussi efficacement que la suppression d'un contact de son téléphone. Alors que l'obscurité commençait à tomber, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai ouvert mon sac à main et j'ai fait l'inventaire de ce que j'avais réellement avec moi. Pas de ce que j'aurais aimé avoir. Du rouge à lèvres, des mouchoirs, 15 € en espèces, mes cartes de mutuelle, des lunettes de lecture avec un verre légèrement fissuré. Et puis, au fond du sac, mes doigts ont trouvé 2 choses qui allaient tout changer. La première était un double des clés de la voiture d'Antoine, celui qu'il m'avait donné des mois auparavant lorsqu'il faisait refaire ses serrures. « Juste au cas où, maman », avait-il dit alors. « On ne sait jamais quand tu pourrais en avoir besoin. » L'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas été si amère. La seconde était quelque chose que j'avais même oublié d'avoir. Un petit traceur GPS, pas plus grand qu'une boîte d'allumettes, que ma voisine Madame Da Silva m'avait donné après s'être fait voler son propre sac dans le métro. « Glisse-le simplement dans ton sac », avait-elle dit. De nos jours, on n'est jamais trop prudent. La batterie du petit appareil était morte la plupart du temps, mais lorsque j'ai appuyé sur le bouton sur le côté, une petite lumière verte s'est allumée. 24% de batterie. Assez pour obtenir une localisation si j'avais de la chance. Assez pour me sauver la vie si le signal était assez fort pour traverser la canopée des arbres. J'ai activé le traceur GPS et j'ai attendu, priant toute force qui pourrait m'entendre que la technologie moderne réussirait là où le sens des obligations familiales de mon fils avait échoué. Le petit écran brillait dans l'obscurité croissante, cherchant des satellites,
calculant ma position dans la vaste nature sauvage où on m'avait laissé pour mourir. Parce que c'est ce que c'était, n'est-ce pas? Une tentative de meurtre par abandon. Oh, Antoine s'est probablement dit que ce n'était pas si grave. Il s'est probablement convaincu que je trouverais mon chemin, que quelqu'un me trouverait, que ça ne ferait de mal à personne. Tout comme il s'était convaincu au fil des ans que sa négligence n'était pas de la cruauté, que sa froideur n'était pas de la maltraitance, que ses demandes constantes d'argent n'étaient pas du vol. Le GPS a finalement verrouillé ma position. Forêt de Fontainebleau. À 70 km au sud de mon appartement à Paris. J'étais dans des milliers d'hectares de nature sauvage, dans un endroit où les gens se perdaient régulièrement pendant des jours, même quand ils essayaient de trouver leur chemin. Mais j'avais aussi quelque chose qu'Antoine ignorait. J'avais les moyens d'accéder à sa voiture, et j'avais la preuve de l'endroit exact où il m'avait laissé pour mourir. La marche pour retourner au début du sentier a duré 2 heures dans le noir, guidée uniquement par le traceur GPS et une détermination à toute épreuve. Mes pieds saignaient dans des chaussures conçues pour les trottoirs de la ville, pas pour les sentiers forestiers. Des branches ont accroché mon pull et m'ont éraflé les bras. Je suis tombée 2 fois, une fois si fort que je me suis écorché les paumes sur des rochers cachés. Mais j'ai continué à avancer, poussée par quelque chose de plus fort que la peur ou la douleur. J'étais poussée par la rage. Une colère pure, nette et juste qui a consumé la confusion, la blessure et l'espoir désespéré que j'avais porté si longtemps. Ce n'était pas de la négligence ou de l'insouciance, ni même de la cruauté ordinaire. C'était une tentative de meurtre calculée, et mon fils avait fait une erreur de calcul cruciale. Il avait oublié que j'étais plus résistante que je n'en avais l'air. La voiture était toujours là quand je suis finalement sortie de la forêt, garée exactement où nous l'avions laissée des heures plus tôt. Mon double de clé s'est parfaitement inséré dans la serrure, et le moteur a démarré au premier essai. En quittant la forêt de Fontainebleau, laissant les bois sombres derrière moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Je me suis sentie puissante. Le trajet de retour vers Paris m'a donné le temps de réfléchir, de planifier, de décider exactement ce que j'allais faire de cette nouvelle connaissance sur qui était vraiment mon fils. Le traceur GPS avait tout enregistré. L'emplacement exact où il m'avait laissé, les horodatage, même l'itinéraire que nous avions emprunté pour y arriver. À l'ère des preuves numériques, la tentative de meurtre laisse des traces. Mais plus important que toute preuve légale était ce qui m'était arrivé dans ces bois sombres. Quelque chose s'était libéré. Quelque chose était mort et avait renaît dans cette clairière entourée d'arbres indifférents. La mère qui aurait trouvé des excuses au comportement de son fils, qui se serait convaincue que tout cela n'était qu'un malentendu, qui aurait souffert en silence pour maintenir l'illusion de l'harmonie familiale. Cette femme avait disparu. Il était plus de minuit quand j'ai finalement monté les 3 étages jusqu'à mon appartement. Mes jambes tremblaient d'épuisement et mes mains écorchées me piquaient en tournant la clé dans ma porte. Mais j'étais en vie. J'avais survécu. Et demain, j'allais commencer à construire une vie où la survie ne serait que le début. Je me suis préparé une tasse de thé et je me suis assise à ma table de cuisine, regardant le traceur GPS qui m'avait sauvé la vie. Un si petit appareil pour des conséquences aussi énormes. Sur une impulsion, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai bloqué le numéro d'Antoine. Fini les appels tard dans la nuit pour demander de l'argent. Fini les culpabilisations déguisées en obligations familiales. Fini d'espérer que cette fois, peut-être cette fois, il se souviendrait que j'étais sa mère et me traiterait avec une décence humaine élémentaire. La femme qui l'avait élevé, s'était sacrifiée pour lui, l'avait aimé inconditionnellement pendant 45 ans, était officiellement indisponible. Le lendemain matin a apporté une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis réveillée sans vérifier immédiatement mon téléphone pour des messages qui ne venaient jamais. J'ai fait du café sans me soucier de savoir si je pouvais me permettre le bon. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain et j'ai vu quelque chose dont j'avais oublié l'existence. La possibilité. Au cours des semaines suivantes, j'ai entamé le processus minutieux de reconstruction de ma vie à partir de zéro. Cela a commencé par de petites choses. J'ai changé mes contacts d'urgence, retirant le nom d'Antoine des formulaires médicaux et des documents d'assurance.
Je suis allée à ma banque et j'ai supprimé son accès à mes comptes, l'accès que je lui avais donné des années auparavant quand il m'avait convaincu qu'il m'aidait à gérer mes finances. Cette conversation avec le directeur de la banque a révélé la véritable ampleur de la façon dont j'avais été utilisée. Au cours des 3 dernières années, Antoine avait retiré plus de 47 000 € de mes comptes. De petites sommes au début, puis de plus grandes alors qu'il réalisait que je ne faisais pas attention. De l'argent qui était censé me durer pendant ma retraite, destiné aux urgences, aux frais médicaux et peut-être à quelques petits luxes dans mes vieux jours. « Madame Fournier, » a dit doucement le directeur de la banque, « ce schéma est cohérent avec un abus de faiblesse sur personnes âgées. Des options légales s'offrent à vous si vous souhaitez les poursuivre. » Abus de faiblesse. Les mots ont atterri dans mon estomac comme des pierres. J'avais été si concentrée sur la négligence émotionnelle, la froideur, l'érosion progressive du respect, que j'avais manqué le vol systématique qui se déroulait juste sous mon nez. Antoine n'avait pas seulement essayé de m'abandonner dans ses bois. Il me volait depuis des années, drainant méthodiquement mes ressources pendant que je me convainquais qu'il avait des difficultés et avait besoin d'aide. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais mangé du riz et des haricots pour le dîner afin de pouvoir lui envoyer de l'argent pour les courses. Toutes les fois où j'avais sauté des médicaments pour m'assurer qu'il puisse payer son loyer. Toutes les nuits où j'étais restée éveillée à m'inquiéter pour son bien-être pendant qu'il détruisait systématiquement le mien. La femme que j'avais été aurait trouvé des excuses. Elle se serait convaincue que c'était un malentendu, qu'il avait l'intention de rembourser, que la famille s'entraide quoi qu'il arrive. Mais cette femme était morte dans la forêt de Fontainebleau. Cette femme, celle qui était sortie de ces bois sombres par ses propres moyens, était prête à affronter la vérité sur ce que son fils était devenu. J'ai déposé une plainte à la police cet après-midi-là. Le capitaine Sophie Renaud a écouté mon histoire sans jugement, prenant des notes pendant que je décrivais à la fois le vol financier et l'incident dans les bois. Elle était plus jeune qu'Antoine, probablement la trentaine, avec des yeux bienveillants et des mains calleuses qui suggéraient qu'elle comprenait le travail acharné. « Madame Fournier, a-t-elle dit quand j'ai eu fini, ce qui vous est arrivé est grave. Tant l'exploitation financière que ce qui s'est passé dans le parc pourrait constituer des charges criminelles. Êtes-vous préparé à ce que la poursuite de cette affaire pourrait signifier pour vos relations familiales? » J'ai réfléchi à cette question pendant un long moment. Quelles relations familiales? Celles imaginaires auxquelles je m'étais accrochée, où l'amour et le respect allaient dans les deux sens? Le fantasme où mon sacrifice et ma dévotion seraient finalement rendus avec intérêt? Ces relations n'existaient que dans ma mémoire et mon espoir désespéré. « Capitaine Renaud, ai-je dit, mes relations familiales ont pris fin lorsque mon fils m'a conduite dans les bois et m'a laissé pour mourir. Ce qui viendra ensuite ne peut pas être pire que ce que j'ai déjà survécu. Le processus judiciaire a avancé lentement, comme c'est souvent le cas. Mais d'autres changements sont venus rapidement. Sans le fardeau constant de soutenir financièrement Antoine, mon budget s'est équilibré pour la première fois depuis des années. Je pouvais de nouveau me permettre le bon café. Je pouvais acheter des légumes frais au lieu de conserves. De petits luxes, mais ils semblaient révolutionnaires après des années de privation. J'ai aussi commencé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai commencé à parler à mes voisins. Vraiment parler. Pas seulement les hochements de tête polis et les commentaires sur la météo auxquels je m'étais limitée pendant des années. Madame Lefebvre du 2A, il s'est avéré, était aussi veuve. Madame Da Silva du 1B avait 2 fils qui n'appelaient en jamais. Nous avons commencé à nous retrouver pour un café le dimanche matin, partageant des histoires, des biscuits et le genre de compagnie facile dont j'avais oublié l'existence. « Tu as l'air différente », a observé Madame Da Silva un matin, environ 1 mois après l'incident des bois. Plus légère, en quelque sorte. Elle avait raison. Je me sentais plus légère. Comme si j'avais porté un poids énorme pendant si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que de se tenir droite. Le poids d'essayer constamment de mériter un amour qui n'était jamais donné librement. Le poids de trouver des excuses à un comportement inexcusable. Le poids de croire que ma valeur était liée à ce que je pouvais endurer. 3 semaines après avoir déposé la plainte, Antoine a essayé de me contacter. Il avait découvert que son accès à mes comptes bancaires avait été révoqué. Et apparemment, cela valait la peine de briser ces mois de silence. Il a appelé depuis différents numéros,
quand il a réalisé que j'avais bloqué son numéro habituel. Il a envoyé des emails, puis des textos depuis des téléphones empruntés. Les messages suivaient un schéma prévisible. D'abord, la confusion. « Maman, il semble y avoir un problème avec la banque. Peux-tu m'appeler ?» Puis, la colère. « Qu'est-ce que tu as fait à mon accès au compte? C'est n'importe quoi. » Enfin, la manipulation. « Maman, je sais qu'on a eu ce malentendu dans le parc. Mais là, tu vas trop loin. Je suis ton fils. La famille pardonne à la famille. » J'ai supprimé chaque message sans répondre. La femme qui l'avait élevé aurait pu être émue par ses appels à la loyauté familiale, mais je me souvenais trop clairement de la sensation d'être assise seule dans ces bois sombres, abandonnée, et laissée pour morte par l'enfant que j'avais consacré ma vie à élever. La tentative de réconciliation s'est intensifiée lorsqu'il s'est présenté à mon immeuble un jeudi soir de novembre. Madame Da Silva a appelé pour me prévenir qu'il montait, sa voix résonnant avec colère dans la cage d'escalier alors qu'il se dirigeait vers mon étage. Je n'ai pas répondu à la porte quand il a frappé, puis martelé, puis donné des coups de pied. « Ouvre la porte, maman !» a-t-il crié à travers le bois fin. « On doit parler de cette histoire de banque. Tu ne peux pas juste couper les ponts avec ton propre fils. » Je suis restée assise sur ma chaise de cuisine, les mains jointes sur mes genoux, l'écoutant rager dans le couloir. D'autres voisins ont ouvert leurs portes, curieux et inquiets. Quelqu'un, probablement Madame Lefebvre, a appelé le concierge. Finalement, la voix d'Antoine s'est estompée alors qu'il était raccompagné hors de l'immeuble. Mais entendre sa voix à nouveau, même à travers une porte verrouillée, a ravivé chaque souvenir d'amour conditionnel et de cruauté calculée. Les fois où il avait retenu son affection à moins que je ne satisfasse ses exigences financières. La façon dont il avait transformé ma solitude en culpabilité, me faisant me sentir responsable de toutes les relations qui n'avaient pas fonctionné pour lui. La manière prudente dont il m'avait entraînée à n'attendre rien tout en donnant tout. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je fixais le plafond et j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident des années plus tôt. Je n'avais jamais vraiment apprécié mon fils en tant que personne. Je l'avais aimé férocement et complètement, comme le font les mères. Je m'étais sacrifiée pour lui, je m'étais inquiétée pour lui et j'avais trouvé des excuses pour lui. Mais s'il avait été quelqu'un d'autre dans ma vie, un ami, un voisin, un collègue, j'aurais coupé le contact des années auparavant. La prise de conscience fut à la fois libératrice et déchirante. J'ai pleuré non pas la relation que je perdais, mais celle que je n'avais jamais vraiment eue. Alors que l'hiver s'installait sur Paris, j'ai commencé à construire quelque chose que je n'avais jamais possédé dans ma vie d'adulte. Une routine qui m'appartenait entièrement. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque municipale, une chose que j'avais toujours voulu faire mais pour laquelle je n'avais jamais eu le temps. J'ai commencé à prendre des cours d'aquarelle au centre social, découvrant que j'avais un talent pour capturer la lumière qui m'a surprise moi-même. Et lentement, prudemment, j'ai commencé à laisser entrer de nouvelles personnes dans ma vie. De vraies personnes, qui me demandaient comment j'allais parce qu'elles voulaient connaître la réponse. Qui se souvenait de mon anniversaire sans qu'on le leur rappelle? Qui se présentait quand elles disaient qu'elles le feraient et pensait ce qu'elle disait? Ma petite fille Chloé était l'une d'entre elles. La fille d'Antoine, maintenant âgée de 22 ans et débutant sa carrière d'assistante sociale en banlieue. Elle avait entendu parler de notre brouille par les ragots familiaux, mais voulait entendre ma version de l'histoire. Je lui ai tout raconté, y compris les détails sur l'abus financier que j'avais caché à tout le monde pendant des années. « Mamie », a-t-elle dit en me tenant la main sur la table de ma cuisine, « je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée que papa te traitait de cette façon. Ce n'est pas une famille. Ce n'est pas de l'amour. » Chloé est devenue une visiteuse régulière, passant après le travail pour partager le dîner et les histoires de sa journée. Elle a ramené la vie dans mon appartement, et plus importante encore, elle a apporté le genre d'affection simple dont j'avais oublié l'existence. Pas de conditions, pas d'exigence, juste un souci sincère pour mon bien-être. Grâce à Chloé, j'ai appris qu'Antoine avait raconté aux gens que je souffrais de démence, que j'étais devenue paranoïaque et instable dans ma vieillesse. C'était son explication pour laquelle il avait dû prendre le contrôle de mes finances, pourquoi notre relation était devenue difficile. Il avait préparé le terrain pendant des mois, peut-être des années,
créant un récit où j'étais le problème et il était le fils patient faisant de son mieux pour gérer une situation impossible. La manipulation était si sophistiquée, si soigneusement planifiée, que j'ai presque admiré sa précision. Presque. Il a raconté aux gens que tu t'étais perdu dans les bois pendant un pique-nique familial, m'a dit Chloé un soir. Qu'il a passé des heures à te chercher avant que tu ne retrouves finalement le chemin de la voiture. Il fait passer ça pour la preuve que tu ne peux plus prendre soin de toi. Sa version des faits était habile. Elle contenait juste assez de vérité pour être crédible tout en inversant complètement les rôles de victime et de bourreau. Dans son histoire, il était le fils inquiet s'occupant d'une mère dont les facultés mentales déclinaient. J'étais la vieille femme confuse qui s'était égarée et avait ensuite créé des histoires dramatiques pour couvrir son embarras. Mais il avait commis une erreur cruciale dans son récit révisé. Il avait oublié le traceur GPS. L'appareil avait tout enregistré avec une précision numérique. L'heure exacte à laquelle nous étions arrivés à la forêt de Fontainebleau. L'endroit précis où j'avais été abandonné. L'horodatage montrant quand j'avais activé le traceur. Seul dans les bois, des heures après qu'il ait prétendu me chercher. L'itinéraire que j'avais emprunté pour retourner au parking par moi-même, dans le noir, saignante et épuisée. Le capitaine Renaud a appelé en février avec des nouvelles de l'enquête. Les preuves GPS, combinées à l'abus financier documenté, avaient abouti à des poursuites judiciaires formelles. Antoine faisait face à plusieurs chefs d'accusation. Abus de faiblesse sur personne âgée, vol et mise en danger de la vie d'autrui. Madame Fournier, a-t-elle dit, l'avocat de votre fils a contacté le procureur pour une procédure de plaidé coupable. Il est prêt à rembourser l'argent qu'il a pris de vos comptes en échange d'une réduction des charges. Mais je veux que vous compreniez que cette décision vous appartient entièrement. Vous avez le droit de poursuivre pour l'ensemble des faits si vous le souhaitez. J'ai réfléchi à cette conversation pendant des jours. 47 000 €, c'était beaucoup d'argent pour quelqu'un vivant avec une petite retraite. Le récupérer rendrait mes dernières années beaucoup plus confortables. Mais accepter l'accord signifierait aussi accepter de garder le silence sur la tentative d'abandon, permettant à Antoine de maintenir sa fiction sur ce qui s'était réellement passé dans ces bois. Cela signifierait le laisser réécrire l'histoire une fois de plus. L'ancienne moi aurait peut-être pris l'argent et se serait tue. L'ancienne moi avait l'habitude d'acheter la paix au détriment de la vérité, de maintenir l'harmonie familiale en ravalant ma propre voix. Mais la femme qui était sortie de la forêt de Fontainebleau avec un traceur GPS et sa propre dignité en avait fini avec ce genre de compromis. J'ai rappelé le capitaine Renaud et je lui ai dit que je voulais aller jusqu'au procès. Le procès a eu lieu à la fin du printemps, près de 8 mois après ce terrible jour d'octobre. J'ai témoigné sur l'abus financier systématique, sur le schéma de manipulation émotionnelle, sur le fait d'avoir été conduite dans les bois et abandonnée. Les données du traceur GPS ont été versées au dossier, son enregistrement numérique contredisant chaque élément de l'histoire d'Antoine. La défense d'Antoine était prévisible. J'étais délirante, paranoïaque, confuse sur ce qui s'était réellement passé. Il était un fils dévoué essayant d'aider une mère dont la capacité mentale déclinait. L'argent qu'il avait pris avait été utilisé pour mon bien, pour payer les factures et entretenir mon appartement. L'incident dans les bois était un malentendu, le cas d'une femme âgée désorientée lors d'une sortie familiale. Son avocat l'a dépeint comme patient et dévoué, quelqu'un qui s'était consacré à prendre soin d'un parent difficile. Ils n'ont présenté aucune preuve pour étayer ces affirmations, mais ils n'en avaient pas besoin. Ils n'avaient qu'à semer le doute sur ma crédibilité en tant que témoin. Mais ils n'avaient pas compté sur Chloé. Ma petite fille est montée à la barre et a méthodiquement détruit l'assassinat de caractère de son père. Elle a témoigné m'avoir trouvée mal nourrie et amaigrie quand elle avait commencé à me rendre visite régulièrement. De la peur dans mes yeux chaque fois que le nom d'Antoine était mentionné. De la manière prudente dont je budgétisais pour les produits de première nécessité pendant que mon fils vivait confortablement avec de l'argent volé. Ma grand-mère est l'une des personnes les plus capables et intelligentes que je connaisse, a-t-elle dit en regardant directement le tribunal. Si elle dit que mon père l'a conduite dans les bois et l'a abandonnée, alors c'est exactement ce qui s'est passé. Elle n'est pas confuse ou délirante. Elle dit simplement enfin la vérité sur des années d'abus. Le tribunal a délibéré pendant 6 heures. À leur retour, Antoine a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Vol aggravé. Abus de faiblesse sur personne âgée.
mise en danger de la vie d'autrui. Le juge l'a condamnée à 3 ans de prison ferme, avec possibilité de libération conditionnelle après 18 mois. Alors que le gendarme l'emmenait menotter, Antoine s'est tourné pour me regarder une dernière fois. J'ai vu de la confusion dans ses yeux, comme s'il ne pouvait vraiment pas comprendre comment son récit soigneusement construit s'était effondré. Il avait passé si longtemps à manipuler mon amour, à utiliser mes instincts maternels contre moi, qu'il avait oublié que j'étais une personne à part entière avec ma propre intelligence et ma propre volonté. Il avait oublié que j'étais plus que sa mère. J'étais une femme ayant droit à la dignité, à la sécurité et au respect. En sortant de ce tribunal, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. La justice. Pas la vengeance, pas la satisfaction de le voir puni, mais la simple reconnaissance que ce qui m'avait été fait était mal et que la vérité avait prévalu sur la manipulation. L'argent du dédommagement est arrivé 3 semaines plus tard, déposé directement sur mon compte par décision de justice. 47 000 €, plus les intérêts et les frais de justice. De l'argent qui m'avait été volé progressivement sur 3 ans, rendu en une seule fois comme une renaissance financière. Mais plus précieux que l'argent, c'était ce que le procès m'avait donné, la capacité de faire à nouveau confiance à mes propres perceptions. Pendant des années, Antoine m'avait convaincu que mes sentiments étaient faux, que mes souvenirs n'étaient pas fiables, que mon besoin de respect élémentaire était déraisonnable. Le verdict du tribunal a validé tout ce que j'avais vécu et enduré. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas paranoïaque. Je n'étais pas une vieille femme difficile faisant des demandes déraisonnables. J'étais une personne qui avait été systématiquement maltraitée par quelqu'un en qui elle avait totalement confiance, et j'avais eu le courage de me battre. Cet été-là, j'ai fait quelque chose dont j'avais rêvé pendant des années, mais que je n'avais jamais pensé pouvoir me permettre. J'ai fait un voyage. Pas une excursion d'une journée ou une escapade de week-end, mais de vraies vacances. 2 semaines en Bretagne, séjournant dans une chambre d'hôte avec vue sur l'océan, mangeant du homard et lisant des livres sur la plage. J'y suis allée seule dans une voiture d'occasion que j'avais achetée avec une partie de l'argent du dédommagement. Une berline fiable, rien d'extraordinaire, mais elle était à moi. Personne d'autre n'en avait les clés. Personne d'autre ne pouvait décider où elle m'emmenait ou si j'étais autorisée à l'utiliser. Le 2e soir en Bretagne, j'ai appelé Chloé depuis ma chambre. « Comment se passent tes vacances, mamie ?» a-t-elle demandé, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. « C'est parfait », lui ai-je dit, en regardant par la fenêtre les vagues qui roulaient sans fin vers le rivage. Pour la première fois depuis des années, c'est absolument parfait. Nous avons parlé pendant 1 heure de petites choses. Les livres que je lisais, les peintures que je voulais essayer, les autres clients de la chambre d'hôte qui m'avaient invité à dîner avec eux, une conversation normale sur une vie normale vécue par une femme qui avait enfin appris sa propre valeur. Quand je suis rentrée à Paris, j'ai constaté que ma perspective sur tout avait changé. L'appartement qui m'avait semblé être une prison me semblait maintenant un sanctuaire. Les voisins qui m'avaient paru être des étrangers étaient devenus des amis. La routine qui m'avait semblé vide était maintenant pleine de petits plaisirs et de liens authentiques. J'ai commencé à faire du bénévolat dans une association locale qui aidait les victimes âgées d'abus financiers. Mon expérience avec Antoine et le système judiciaire m'a rendue précieuse pour d'autres personnes naviguant dans des situations similaires. Je les ai aidés à comprendre leurs droits, je les ai accompagnés au rendez-vous au tribunal et, plus important encore, j'ai écouté quand elles racontèrent leurs histoires. Beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé exprimaient la même confusion que j'avais ressentie pendant des années. Comment leurs propres enfants pouvaient-ils les traiter de cette façon? Comment les personnes qu'elles avaient élevées et aimées pouvaient-elles devenir des prédateurs qui ne les voyaient que comme des sources d'argent ou des fardeaux gênants à écarter? J'ai appris que mon expérience n'était pas unique. L'abus envers les personnes âgées, tant financier qu'émotionnel, était bien plus courant que la plupart des gens ne le pensaient. Des enfants qui vidèrent les comptes en banque de leurs parents sans leur apporter aucun soutien émotionnel. Des fils et des filles adultes qui isolaient leurs parents, les coupaient des autres membres de la famille et prenaient progressivement le contrôle de tous les aspects de leur vie. Les techniques étaient remarquablement similaires d'une famille à l'autre. L'érosion progressive de l'indépendance du parent.
la remise en cause systématique de leur confiance et de leur capacité à prendre des décisions. La culture soignée d'une image publique d'enfant dévoué, s'occupant d'un parent difficile. Le mode opératoire d'Antoine était la procédure standard de l'abus de faiblesse. Comprendre cela m'a aidé à cesser de prendre son comportement personnellement. Il ne s'agissait pas vraiment de moi en tant qu'individu, de mes échecs en tant que mère ou de mes insuffisances en tant que personne. J'avais simplement eu la malchance d'élever un enfant qui était devenu un prédateur, quelqu'un qui voyait la vulnérabilité comme une opportunité et l'amour comme une faiblesse à exploiter. Cette prise de conscience fut à la fois dévastatrice et libératrice. Dévastatrice parce qu'elle confirmait que le fils que j'avais élevé n'existait plus, s'il avait jamais existé. Libératrice parce qu'elle me libérait du cycle sans fin de l'autoculpabilisation et des tentatives de réconciliation. On ne peut pas réparer quelqu'un qui ne se voit pas comme étant brisé. On ne peut pas enseigner l'empathie à quelqu'un qui considère la compassion comme un désavantage stratégique. On ne peut pas restaurer une relation qui a été construite sur l'exploitation depuis le début. Mais on peut se sauver soi-même. L'automne est arrivé tôt cette année-là, peignant Paris de rouges et d'ors éclatants qui me rappelaient ce terrible jour d'octobre où tout avait changé. Mais cette fois, la saison a apporté de l'anticipation au lieu de la crainte. Je m'étais inscrite à d'autres cours, j'avais prévu un autre voyage pour le printemps, peut-être quelque part au chaud cette fois. En Provence ou sur la Côte d'Azur, des endroits où le soleil pénètre jusqu'aux os. Chloé est venue plus souvent à mesure que le temps se rafraîchissait, amenant souvent des amis du travail ou de l'université. Mon appartement s'est rempli de jeunes voix et de rires, d'histoires de carrière qui débutent et de rêves qui prennent forme. Il m'appelait par mon prénom, Hélène, me traitant comme une personne à part entière plutôt que comme la grand-mère de quelqu'un. Un soir de fin novembre, exactement 1 an après qu'Antoine se soit présenté en martelant ma porte, Chloé a amené un jeune homme nommé Lucas pour me le présenter. Ils sortaient ensemble depuis quelques mois et elle voulait mon avis sur lui. J'ai tout de suite apprécié Lucas. Il était poli sans être obséquieux, posait de vraies questions sur ma vie et mes centres d'intérêt et aidait à faire la vaisselle sans qu'on le lui demande. Après le dîner, il a regardé les aquarelles que j'avais accrochées dans l'appartement. « Elles sont vraiment magnifiques, Madame Fournier », a-t-il dit en étudiant un paysage que j'avais peint de mémoire de cette plage bretonne. « Vous avez un vrai talent pour capturer la lumière. » C'était un simple compliment, le genre que n'importe qui pourrait faire. Mais il a atterri dans mon cœur avec un poids inattendu parce qu'il était donné librement, sans arrière-pensée ni attente de retour. Lucas aimait mes peintures parce qu'il les aimait sincèrement, pas parce qu'il voulait quelque chose de moi. C'est à cela que ressemblent les relations saines, ai-je réalisé. Une appréciation mutuelle sans calcul, une gentillesse offerte sans condition. Un intérêt pour le bien-être d'une autre personne qui ne dépend pas de ce qu'elle peut fournir en retour. J'avais oublié que de telles relations étaient possibles. Plus tard dans la soirée, après que Chloé et Lucas soient retournés en banlieue, je me suis assise dans ma cuisine avec une tasse de thé et j'ai essayé de me souvenir de la dernière fois qu'Antoine m'avait complimenté sur quoi que ce soit. Ma cuisine, mon apparence, mes centres d'intérêt, mes réalisations. Je n'ai pu me souvenir d'aucun exemple ces dernières années. Toute notre relation avait été transactionnelle. Il me contactait quand il avait besoin d'argent. Il venait me voir quand il voulait quelque chose. Il ne s'intéressait à ma vie que lorsque cela servait ses objectifs. Chaque interaction était calculée pour maintenir son accès à mes ressources, tout en fournissant le strict minimum de liens émotionnels en retour. J'avais été si affamée d'affection de sa part que j'avais accepté des miettes comme si c'était des banquets. La révélation aurait pu être déprimante, mais au lieu de cela, je l'ai trouvée stimulante. Comprendre la vraie nature de notre relation m'a aidé à cesser de pleurer quelque chose qui n'avait jamais vraiment existé. Je ne pleurais pas la perte d'un fils aimant. Je reconnaissais enfin que je n'avais jamais eu de fils aimant. Ce que j'avais eu, c'était un manipulateur habile qui avait appris très tôt que mon amour maternel était une ressource à exploiter plutôt qu'un cadeau à chérir. L'hiver a apporté le premier anniversaire du procès. J'ai marqué la date, non pas avec tristesse, mais avec gratitude.
1 an que la vérité avait prévalu sur la manipulation. 1 an que j'avais appris que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. 1 an que j'avais découvert que ma vie pouvait être plus que la simple survie à la cruauté des autres. Le capitaine Renaud a appelé ce jour-là pour prendre de mes nouvelles, ce qu'elle faisait encore de temps en temps. « Comment allez-vous, Madame Fournier ?» a-t-elle demandé. « Je sais que les dates anniversaires peuvent être difficiles. »« Je vais bien, » lui ai-je dit, et j'ai réalisé que c'était tout à fait vrai. Mieux que je ne l'ai été depuis des années, en fait. Je suis heureuse de l'entendre. Vous savez, votre cas est devenu une sorte d'outil pédagogique dans notre service. Nous utilisons vos preuves de traceurs GPS pour montrer à d'autres enquêteurs comment la technologie peut aider les victimes âgées d'abus à se protéger. J'aimais savoir que mon expérience pourrait aider d'autres personnes dans des situations similaires. Que le pire jour de ma vie avait été transformé en information qui pourrait empêcher d'autres familles de vivre la même trahison. « Capitaine Renaud ?» ai-je demandé. « Avez-vous des nouvelles d'Antoine? Comment va-t-il en prison? »« Il a été libéré le mois dernier, » a-t-elle dit prudemment. « Je ne devrais probablement pas vous le dire, mais j'ai pensé que vous devriez le savoir au cas où il essaierait de vous recontacter. » Mon rythme cardiaque s'est accéléré un instant avant de revenir à la normale. La peur qui aurait consumé l'ancienne Hélène n'a duré que quelques secondes chez la nouvelle. Antoine était sorti de prison, puis je n'étais plus la cible vulnérable qu'il avait laissée dans ses bois. « Merci de me le faire savoir, » ai-je dit. « J'apprécie l'information. » Madame Fournier, s'il essaie de vous contacter, s'il se présente à votre immeuble ou vous appelle, me le ferez-vous savoir immédiatement? Bien sûr, mais capitaine Renaud, je ne suis plus la même personne qu'il a abandonnée dans la forêt de Fontainebleau. S'il revient chercher son ancienne victime, il sera très déçu. Elle a ri à cela. Je veux bien le croire. Vous savez, en 15 ans de métier, je n'ai jamais vu quelqu'un se transformer comme vous l'avez fait. Vous devriez être fier de vous. Fier. Un mot si simple, mais il s'est installé dans ma poitrine comme le soleil réchauffant un sol gelé. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un m'avait dit que je devais être fier de moi? À quand remontait la dernière fois que j'avais ressenti de la fierté pour mes propres actions plutôt que de la honte pour mes échecs perçus? J'avais passé tant d'années à me concentrer sur ce que je n'avais pas été capable de faire. Je n'avais pas été capable d'élever un fils qui m'aimait. Je n'avais pas été capable de maintenir une relation qui apportait une joie mutuelle. Je n'avais pas été capable de me protéger de l'exploitation financière ou de l'abus émotionnel. Mais maintenant, je pouvais voir ce que j'avais été capable de faire. J'avais survécu à une tentative de meurtre et je m'étais battue via le système judiciaire. J'avais reconstruit ma sécurité financière et créé de nouvelles relations basées sur le respect. J'avais découvert des talents et des centres d'intérêt que je n'avais jamais eu le temps d'explorer. J'avais appris à faire confiance à mes propres perceptions et à défendre mon propre bien-être. J'avais transformé le statut de victime en victoire. Le printemps est arrivé tôt. Et avec lui la première tentative de contact d'Antoine depuis sa sortie de prison. Pas un appel téléphonique ou une visite, mais une lettre livrée dans la boîte aux lettres de mon immeuble. L'enveloppe était adressée de son écriture familière, et pendant un instant, la voir là a ravivé un flot d'anciennes émotions. J'ai monté la lettre dans mon appartement, mais je ne l'ai pas ouverte immédiatement. Au lieu de cela, je me suis fait un thé et je me suis assise à ma table de cuisine, regardant l'enveloppe et essayant de décider ce que je voulais en faire. L'ancienne Hélène l'aurait déchirée immédiatement, désespérée de tout signe qu'il me considérait encore digne de communication. Elle aurait analysé chaque mot pour y déceler des significations cachées, l'espoir luttant contre la peur alors qu'elle essayait de décoder ses intentions. La nouvelle Hélène a pris son temps. Quand j'ai finalement ouvert l'enveloppe, la lettre à l'intérieur était exactement ce à quoi je m'attendais. 3 pages de manipulation soigneusement élaborées, conçues pour restaurer notre ancienne dynamique sans reconnaître aucune responsabilité pour ce qui l'avait détruite. Il était désolé pour notre malentendu. Il avait eu le temps de réfléchir pendant son incarcération et il réalisait à quel point lui avoir manqué dans sa vie. La prison l'avait changé, lui avait fait apprécier la famille d'une nouvelle manière. Il voulait recommencer, construire la relation que nous n'avions jamais vraiment réussi à atteindre. Il avait trouvé un appartement dans l'Oise et travaillait dans un entrepôt, essayant de se remettre sur pied.
L'argent était rare, et il luttait avec les restrictions de sa libération conditionnelle. Il ne demandait pas directement d'aide financière, mais les implications étaient de claires tout au long de la lettre. Je lui manquais. Il m'aimait. Il voulait que je fasse partie de son nouveau départ. Pas une seule fois, il n'a mentionné les 47 000 € qu'il m'avait volés. Pas une seule fois, il n'a reconnu m'avoir abandonné dans les bois pour mourir. Pas une seule fois, il n'a pris la responsabilité des années d'abus émotionnels et financiers qui avaient conduit à sa condamnation. La lettre était un chef-d'œuvre de manipulation, conçu pour me faire douter de mes propres souvenirs et de ma propre décision de couper le contact. C'était le meilleur d'Antoine en matière de manipulation, affiné par le temps passé en prison pour devenir une arme encore plus sophistiquée. J'ai lu la lettre une fois, je l'ai repliée et je l'ai jetée. Puis j'ai fait quelque chose qui aurait été impensable 2 ans plus tôt. J'ai demandé au service postal de bloquer son adresse, m'assurant que toute lettre future serait retournée à l'expéditeur sans être ouverte. L'ancienne Hélène aurait angoissé sur cette décision pendant des semaines. Elle aurait appelé des amis et des membres de la famille, cherchant une validation pour couper le contact avec son propre fils. Elle se serait convaincue que peut-être cette fois était différente, peut-être qu'il avait vraiment changé. La nouvelle Hélène n'avait pas besoin de validation externe pour se protéger de nouveaux abus. 3 semaines plus tard, il a essayé une approche différente. Chloé a appelé pour me prévenir qu'il l'avait contactée, lui demandant des informations sur ma vie et essayant de la convaincre d'agir en tant qu'intermédiaire. « Il dit qu'il s'inquiète pour toi qui vis seul », m'a-t-elle dit. « Il n'arrête pas de dire à quel point ça doit être difficile pour toi de te débrouiller seul à ton âge. Il veut que je te convainque de le laisser t'aider. » Le schéma familier était immédiatement reconnaissable. D'abord, il établirait son inquiétude pour mon bien-être. Ensuite, il laisserait entendre ma prétendue incapacité à me gérer de manière indépendante. Enfin, il se positionnerait comme la solution au problème qu'il inventait. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» ai-je demandé. « Je lui ai dit que tu allais mieux que jamais. Je lui ai dit que tu es active, en bonne santé et heureuse, et que la dernière chose dont tu as besoin, c'est de son genre d'aide. Je crois que je l'ai blessé. J'ai ri à cela. Bien. J'espère qu'il a compris que tu ne seras pas son moyen de revenir dans ma vie. Mamie, c'est mon père, et je l'aime. Mais ce qu'il t'a fait est impardonnable. Je ne participerai à aucune tentative de te manipuler pour te ramener dans une relation qui a failli te tuer. » Avoir le soutien indéfectible de Chloé signifiait plus pour moi que je ne pouvais l'exprimer. Elle m'avait choisi plutôt que lui, avait choisi la vérité plutôt que la loyauté familiale, avait choisi la protection plutôt que la paix. À 23 ans, elle avait plus d'intelligence émotionnelle et de courage moral que son père n'en avait jamais montré. « Il a aussi posé des questions sur ta situation financière », a-t-elle poursuivi. « Il voulait savoir si tu te débrouillais bien seul, si tu avais besoin d'aide pour les factures ou les frais médicaux. Je pense qu'il essaie de savoir s'il te reste de l'argent. » Bien sûr qu'il le faisait. L'intérêt d'Antoine pour mon bien-être avait toujours été directement proportionnel à mon utilité pour lui. Maintenant qu'il était sorti de prison et en difficulté financière, il cherchait des informations pour savoir si j'étais toujours une cible viable pour l'exploitation. La réponse, même s'il pouvait y accéder, l'aurait surpris. L'argent du dédommagement, soigneusement investi avec l'aide d'un conseiller financier que Chloé m'avait recommandé, avait considérablement augmenté. Mes dépenses réduites et ma budgétisation minutieuse m'avaient permis de reconstruire la sécurité de retraite qu'il avait détruite. J'étais en meilleure situation financière que je ne l'avais été depuis des années. Mais plus important encore, j'étais émotionnellement blindée contre ces tactiques de manipulation. Cet été-là, j'ai pris mes 2e vacances en solo, cette fois en Provence. J'ai passé 2 semaines à explorer les galeries d'art, à faire des randonnées dans le Luberon et à prendre des cours de photographie. J'ai séjourné dans un petit hôtel où le personnel se souvenait de mon nom et me demandait comment s'était passée ma journée. J'ai eu des conversations au dîner avec d'autres voyageurs, des gens curieux de ma vie, non pas parce qu'ils voulaient quelque chose de moi, mais parce que la connexion fait partie de ce qui nous rend humains. Un soir, assise sur le balcon de ma chambre d'hôtel à regarder le soleil se coucher sur les Alpilles, j'ai réalisé que j'avais passé une journée entière sans penser du tout à Antoine, sans me demander où il était ou ce qu'il faisait, sans me sentir coupable de notre brouille,
sans remettre en question ma décision de me protéger de nouveaux abus. Pendant 24 heures, mon esprit avait été complètement libre de lui. C'était une sensation étrange, comme découvrir que l'on peut respirer sous l'eau ou voler. Pendant tant d'années, il avait occupé un espace constant dans mes pensées, même lorsque nous n'étions pas en contact. M'inquiéter pour son bien-être, analyser nos interactions, planifier ce que je pourrais dire ou faire pour réparer notre relation. Toute cette énergie mentale, enfin disponible à d'autres fins. J'ai passé le reste de mes vacances à apprendre à utiliser un appareil photo, vraiment l'utiliser, pas seulement pointer et cliquer, mais penser à la composition, à la lumière et aux histoires que les images pouvaient raconter. J'ai photographié le lever du soleil sur les champs de lavande, les enfants jouant dans les fontaines des places, les vieilles femmes provençales vendant des santons sur le marché. Ce dernier groupe me rappelait moi-même, des femmes qui avaient survécu à des décennies de vie et en étaient ressorties avec quelque chose de précieux à offrir au monde. Leurs mains usées créaient de belles choses. Leurs visages ridés contenaient des histoires qui valèrent la peine d'être entendues. Elles avaient gagné le droit de prendre de la place, de demander des prix justes pour leur travail, d'attendre le respect des gens qui interagissaient avec elles. J'ai acheté un bracelet en argent à une femme nommée Sylvie qui devait avoir à peu près mon âge. Alors qu'elle l'emballait soigneusement dans du papier de soie, elle m'a regardée avec des yeux qui semblaient tout voir. « Vous avez une bonne énergie, ma petite », a-t-elle dit avec un accent chantant. Une énergie forte, comme quelqu'un qui a traversé le feu et en est sorti meilleur. Ces paroles sont restées avec moi pour le reste du voyage. Quelqu'un qui a traversé le feu et en est sorti meilleur. C'était une description plus précise de mon parcours que je n'en avais jamais entendue. Je suis rentrée à Paris avec un appareil photo plein de clichés et un cœur plein de projets. Je voulais faire plus de voyages, apprendre de nouvelles compétences, rencontrer plus de gens dont les vies croisent que la mienne de manière significative. Je voulais continuer à faire du bénévolat auprès des victimes d'abus, partageant ce que j'avais appris sur la façon de se battre et de reconquérir une dignité volée. Par-dessus tout, je voulais continuer à devenir la personne que j'étais censée être avant de me perdre dans le labyrinthe des attentes et des exigences des autres. L'automne a apporté une autre lettre d'Antoine, celle-ci moins soignée que la première. Sa situation financière s'était apparemment aggravée, et le désespoir transparaissait à travers ses choix de mots prudents. Il avait perdu son emploi à l'entrepôt à cause de conflits avec son superviseur. Son appartement était trop cher pour quelqu'un dans sa position. Il luttait avec les exigences de sa surveillance judiciaire. Il avait besoin d'aide. Il avait besoin de sa famille. Il avait besoin de moi. Cette fois, je n'ai pas lu la lettre en entier. J'ai reconnu les tactiques de manipulation initiales et je l'ai jetée après le premier paragraphe. Je n'étais plus curieuse de ces tentatives de rétablir le contrôle sur ma vie. Mais apparemment, mon manque de réponse l'a frustrée, car le contact suivant n'était pas une lettre. C'était une visite. Madame Da Silva a appelé mon appartement à 8 heures un mardi soir pour me prévenir qu'Antoine était dans le hall, se disputant avec le concierge pour obtenir l'accès pour me voir. Elle pouvait l'entendre à travers sa porte, et sa voix devenait de plus en plus forte et agitée. « Il dit qu'il sait que vous êtes à la maison et que vous ne répondez simplement pas à votre interphone », m'a-t-elle dit. Monsieur Dubois essaie de lui expliquer que les résidents n'ont pas à laisser monter qui que ce soit s'ils ne le veulent pas, mais votre fils n'écoute pas très bien. J'ai remercié Madame Da Silva et j'ai raccroché, puis j'ai appelé la sécurité de l'immeuble. Notre bâtiment avait institué une politique de visiteurs plus formelle après plusieurs tentatives de cambriolage dans le quartier, et j'avais spécifiquement ajouté le nom d'Antoine à la liste des personnes non autorisées à accéder sans ma permission explicite. « Madame Fournier », a dit le gardien de sécurité en répondant, « nous avons une situation ici. Un homme prétendant être votre fils exige de vous voir, mais nos dossiers montrent qu'il n'est pas autorisé à accéder à votre étage. » « C'est exact, ai-je dit calmement. Il n'est pas autorisé, et je ne veux pas le voir. S'il vous plaît, demandez-lui de quitter l'immeuble. Madame, il dit qu'il y a une sorte d'urgence familiale, qu'il doit vous parler d'urgence d'un problème de santé. Le mensonge était si prévisible que j'ai failli rire. Antoine n'avait jamais montré une réelle préoccupation pour ma santé depuis des décennies,
Mais maintenant, il prétendait avoir des problèmes médicaux d'urgence qui nécessitaient un accès immédiat à mon appartement. Les mêmes tactiques de manipulation qu'il avait toujours utilisées, simplement reconditionnées pour un nouveau public. « Il n'y a pas d'urgence familiale », ai-je dit au gardien de sécurité. « Il essaie de vous manipuler pour que vous le laissiez monter. S'il vous plaît, faites-le sortir de l'immeuble, et s'il refuse de partir, appelez la police. » 20 minutes plus tard, le hall était de nouveau calme. Antoine était parti sous la menace d'une arrestation pour violation de propriété, mais pas avant d'avoir fait tout un spectacle pour les autres résidents et le personnel de l'immeuble. Il avait bruyamment proclamé son amour pour sa mère, son inquiétude pour mon isolement, sa peur que je ne sois pas capable de prendre de bonnes décisions concernant mon propre bien-être. Madame Lefebvre a appelé pour prendre de mes nouvelles après son départ. « Hélène, cet homme disait des choses terribles sur vous, sur votre santé mentale, sur à quel point il s'inquiétait que vous viviez seule. Mais j'ai dit au gardien que vous êtes l'une des personnes les plus capables de cet immeuble. » Le dommage intentionnel était clair. Antoine essayait d'établir un récit dans ma communauté selon lequel j'étais mentalement incompétente, isolée et ayant besoin de son intervention. S'il pouvait convaincre suffisamment de gens que je déclinais, il pourrait éventuellement demander une sorte de tutelle ou de curatelle. C'était une stratégie de manipulation à long terme qui aurait pu fonctionner si j'avais encore été la femme vulnérable et isolée qu'il avait abandonnée dans ses bois 3 ans plus tôt. Mais je n'étais plus cette femme. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocate, la même qui m'avait aidée pendant le procès pénal. J'ai expliqué le comportement croissant d'Antoine et je lui ai demandé de m'aider à mettre en place des protections juridiques supplémentaires. « Absolument », a-t-elle dit. « Rédigeons une mesure d'éloignement complète qui couvre toutes les formes de contact, y compris les intermédiaires tiers. Et je recommanderais de mettre à jour vos directives anticipées et votre mandat de protection future pour l'exclure explicitement de toute autorité décisionnelle. » Nous avons passé 2 heures à créer un pare-feu juridique autour de ma vie. Des documents qui établissaient clairement ma compétence mentale et empêchaient explicitement Antoine de prendre le moindre contrôle sur ma santé, mes finances ou ma situation de vie. Une mesure d'éloignement qui lui interdisait de me contacter directement ou indirectement, de venir à mon immeuble, de tenter d'impliquer mes voisins dans ses campagnes de manipulation. En sortant de ce cabinet d'avocats, j'avais l'impression de porter une armure faite de documents juridiques et de sagesse durement acquise. La mesure d'éloignement lui a été signifiée la semaine suivante. Selon l'huissier, la réaction d'Antoine a été prévisiblement dramatique. Le choc que j'aille à de telles extrémités pour ce qu'il qualifiait de désaccords familiaux normaux. La blessure que je ne puisse pas reconnaître son souci sincère pour mon bien-être. La colère que le système judiciaire soit utilisé pour éloigner un fils aimant de sa mère. Toutes les mêmes tactiques de manipulation qui avaient fonctionné pendant des décennies, se heurtant maintenant au mur inamovible de mon refus de m'engager. L'hiver est arrivé tranquillement. Le premier anniversaire de la sortie de prison d'Antoine est passé sans incident. Soit la mesure d'éloignement l'avait convaincu de me laisser tranquille, soit il avait trouvé d'autres cibles pour sa manipulation. Quoi qu'il en soit, ma vie a continué à s'épanouir en son absence. J'avais commencé à donner un cours de photographie au centre social, partageant ce que j'avais appris lors de mes voyages avec d'autres personnes âgées qui voulaient explorer l'expression créative. Mes élèves avaient entre 60 et 85 ans et leur enthousiasme était contagieux. Nous faisions des sorties dans les parcs et monuments locaux, apprenant à voir des lieux familiers avec un regard neuf. Une de mes élèves, une femme nommée Françoise qui était récemment veuve, me rappelait fortement qui j'avais été avant d'apprendre à me défendre. « Je ne sais pas si je suis douée pour ça », a-t-elle dit lors de notre 3e cours, en regardant la photo qu'elle avait prise de pigeons dans le parc. Mon mari disait toujours que je n'étais pas artistique. « Françoise, lui ai-je dit doucement, votre mari n'est pas là pour décider de ce pourquoi vous êtes douée. Que pensez-vous de votre photo ?» Elle l'a regardée à nouveau, plus attentivement cette fois. « En fait, j'aime la façon dont la lumière frappe l'eau en arrière-plan, et la façon dont l'oiseau au premier plan regarde droit vers l'appareil photo, comme s'il posait. Alors vous êtes douée, ai-je dit. La seule opinion qui compte sur votre art est la vôtre. » Regarder la confiance de Françoise grandir au fil des semaines suivantes, c'était comme regarder une fleur éclore en accéléré.
Elle a commencé à arriver en avance en cours, à rester tard pour expérimenter différents réglages d'appareils photo. Elle posait des questions sur la composition et l'éclairage. Elle a commencé à partager des histoires sur les endroits qu'elle voulait photographier, les voyages qu'elle voulait faire. Au printemps, elle s'était inscrite à un voyage photographique en solo en Irlande, quelque chose dont elle avait rêvé pendant des années, mais qu'elle n'avait jamais pensé pouvoir faire seule. « Je n'aurais jamais eu le courage avant », m'a-t-elle dit le dernier jour de cours. Mais en vous regardant vivre votre vie si courageusement, ça m'a fait réaliser que je pouvais être plus courageuse aussi. Courageuse. Un autre mot qui m'aurait semblé impossible à appliquer il y a quelques années à peine. Mais Françoise avait raison. J'étais devenue courageuse, non pas parce que je n'avais plus peur de rien, mais parce que j'avais appris que je pouvais survivre à mes pires peurs et en sortir plus forte. J'avais survécu à la pire chose que mon propre enfant pouvait me faire, et non seulement j'avais survécu, mais j'avais prospéré. Ce printemps a marqué le 4e anniversaire de l'incident des bois. Pendant les 3 premières années, j'avais marqué la date avec un mélange de douleur et de gratitude. Douleur pour ce que j'avais enduré, gratitude pour ce que j'avais appris. Cette année était différente. Cette année, la date est passée presque inaperçue. Rappelée seulement lorsque j'ai jeté un coup d'œil à mon calendrier et que j'ai vu la petite note que j'avais écrite des années plus tôt. L'événement qui avait autrefois dominé mon paysage émotionnel s'était réduit à la taille d'une note de calendrier. J'ai réalisé que j'avais cessé de me définir par ce qu'Antoine m'avait fait. L'abandon, le vol, l'abus émotionnel. Il faisait partie de mon histoire, mais il n'était plus mon identité. J'étais devenue quelqu'un de complètement différent, quelqu'un que ses expériences avaient façonné, mais pas limité. Chloé est venue ce week-end-là pour fêter son diplôme d'assistante sociale. Elle avait trouvé un emploi dans une association qui aidait les personnes âgées à naviguer dans des situations familiales complexes, et je ne pouvais m'empêcher de sourire à la symétrie. Ton expérience avec papa est une partie de la raison pour laquelle j'ai choisi ce domaine, a-t-elle admis alors que nous dînions dans un petit restaurant d'un quartier voisin. Te voir trouver la force de te battre, voir à quel point ta vie s'est améliorée une fois que tu as posé des limites, ça m'a donné envie d'aider d'autres personnes à trouver ce même courage. Je suis fière de toi, lui ai-je dit, et je le pensais complètement. Ton père t'a élevé, mais il n'a pas façonné ton cœur. Cette bonté vient de quelque part de plus profond. Ça vient de toi, mamie. En regardant comment tu as choisi de reconstruire au lieu d'abandonner. En apprenant que l'amour ne devrait pas faire mal, que la famille ne devrait pas être une prison, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Alors que nous retournions vers mon immeuble ce soir-là, Chloé m'a posé une question qui m'a arrêtée net. « Est-ce qu'il te manque parfois? Papa, je veux dire. Est-ce que ça te manque de l'avoir dans ta vie? » J'y ai réfléchi attentivement avant de répondre. Est-ce qu'Antoine me manquait? Est-ce que le fils qui m'avait volé, manipulé, abandonné pour mourir dans les bois me manquait? L'idée de lui me manque, ai-je finalement dit. Le fils que je pensais avoir me manque. La relation que je pensais que nous pourrions construire un jour. Mais le vrai Antoine, l'homme qu'il est réellement devenu? Non. Ça ne me manque pas d'avoir peur de mon propre enfant. Ça ne me manque pas de marcher sur des œufs pour éviter de déclencher sa colère. Ça ne me manque pas de me sentir coupable d'avoir des besoins et des limites. Ça a du sens, a-t-elle dit doucement. Le père que j'aurais aimé avoir me manque aussi. Mais le père que j'ai réellement eu ne me manque pas. Nous avons marché dans un silence confortable pendant un moment. 2 femmes qui avaient toutes 2 appris la différence entre la famille dans laquelle on est et la famille que l'on choisit de construire autour de soi. Cette nuit-là, seule dans mon appartement, j'ai regardé les photos de mes récents voyages, les peintures que j'avais créées dans mes cours d'art, les cartes de remerciement des personnes que j'avais aidées par le biais du programme de lutte contre l'abus des aînés, la preuve d'une vie reconstruite à partir de zéro, une vie qui m'appartenait entièrement. J'ai pensé à cette femme terrifiée assise dans les bois sombres il y a 4 ans, abandonnée, désespérée et convaincue qu'elle était impuissante à changer sa situation. Si je pouvais remonter le temps et lui parler, que lui dirais-je? Je lui dirais qu'elle était plus forte qu'elle ne le savait, que le traceur GPS dans son sac était plus que de la technologie. C'était la preuve qu'elle avait encore la capacité de se sauver, que le double des clés était plus que du métal. C'était la clé de sa propre libération.
Je lui dirais que le pire jour de sa vie était sur le point de devenir le premier jour de sa vraie vie. Je lui dirais que parfois, il faut traverser l'enfer pour découvrir que l'on est fait de feu. Mais surtout, je lui dirais ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise des années plus tôt. Tu n'as pas à mériter l'amour. Tu n'as pas à payer pour une famille. Tu n'as pas à accepter la cruauté en échange de la promesse d'une affection qui ne vient jamais. Tu es digne de respect simplement parce que tu existes. Tu mérites la gentillesse parce que tu es humaine. Tu as le droit de te protéger des gens qui te font du mal, même si ces gens partagent ton ADN. 5 ans ont passé depuis qu'Antoine m'a conduite dans ces bois et est parti. 5 ans que j'ai appris que je pouvais me sauver. 5 ans que j'ai découvert que la fin d'une histoire peut être le début d'une bien meilleure. Il m'a contacté une dernière fois, il y a environ 2 ans. Pas une lettre ou une visite, mais un message transmis par une assistante sociale qui l'aidait à régler des difficultés juridiques liées à sa libération conditionnelle. Il voulait que je sache qu'il me pardonnait d'avoir porté plainte, qu'il comprenait que j'avais été confuse et effrayée, qu'il était prêt à reconstruire notre relation si j'étais disposée à tourner la page. L'audace était à couper le souffle. Après tout ce qu'il m'avait fait subir, il m'offrait de me pardonner de m'être défendue. J'ai dit à l'assistante sociale d'informer Antoine que je lui souhaitais bonne chance pour l'avenir, mais que je n'avais aucun intérêt pour quelque forme de contact ou de relation que ce soit. Je lui ai demandé de noter dans son dossier que toute tentative de communication future serait signalée à la police comme une violation de la mesure d'éloignement. C'était la dernière fois que son nom a été mentionné dans ma vie. De nos jours, je me réveille le matin et je planifie ma journée autour de choses qui m'apportent de la joie. Des expéditions photographiques dans de nouveaux quartiers. Des déjeuners avec des amis qui écoutent vraiment quand je parle. Du bénévolat qui utilise mon expérience pour aider d'autres personnes à échapper à des situations comme celles que j'ai survécues. Je voyage quand je veux voyager. Je dépense de l'argent pour des choses qui me rendent heureuse. Je dis non aux demandes qui ne me semblent pas justes et je n'explique ni ne justifie mes décisions à personne. J'ai réappris à faire confiance à mon instinct, à croire mes propres souvenirs, à valoriser mes propres perceptions, à comprendre que mes besoins et mes limites ne sont pas des éléments négociables dans la stratégie de manipulation de quelqu'un d'autre. Mon appartement est plein de lumière maintenant. Des plantes poussent vertes et saines sur chaque rebord de fenêtre. Des photos de mes voyages couvrent les murs où étaient accrochées les photos d'enfance d'Antoine. L'espace semble vivant, vibrant, habité par quelqu'un qui prend sa place sans s'excuser. Le mois dernier, Madame Da Silva m'a demandé si je me sentais seule, vivant seule, à mon âge. Seule? Ai-je répété, en réfléchissant sérieusement à la question. Non. Je suis seule parfois, mais je ne me sens pas seule. Il y a une grande différence. Et il y en a une. La solitude, c'est ce que j'ai ressenti pendant toutes ces années, où j'étais entourée d'une famille qui ne me voyait pas comme une personne à part entière. Être seule, c'est ce que je suis maintenant. Quand je choisis la solitude plutôt qu'une connexion toxique, quand je donne la priorité à mon propre bien-être plutôt qu'au confort des autres. Je préfère être seule et respectée qu'entourée et diminuée. Je préfère dîner seule en paix que de partager une table avec quelqu'un qui me voit comme une ressource à exploiter. Je préfère avoir un petit cercle de vrais amis qu'une grande famille qui me traite comme un distributeur de billets sur pattes. L'autre jour, je me promenais dans le parc des Buttes-Chaumont, un parc où j'emmenais Antoine quand il était petit. Je me suis retrouvée sur un banc près de l'aire de jeu, regardant les enfants courir et rire tandis que leurs parents les poursuivaient avec des goûters, des pansements et une patience infinie. Un petit garçon, d'environ 7 ans, est tombé des barres de singe et s'est écorché le genou. Sa mère l'a immédiatement relevé, embrassant la blessure et promettant qu'elle guérirait vite. L'amour dans ses yeux était si pur, si simple, que ça m'a coupé le souffle. C'est ce que j'ai donné à Antoine pendant la première partie de sa vie. Un amour pur, simple et illimité. Quelque part en chemin, il a appris à voir cet amour comme une faiblesse au lieu d'une force, comme quelque chose à exploiter plutôt qu'à chérir. Mais ce n'était pas mon échec. C'était son choix. Je ne peux pas contrôler ce que les autres font de l'amour que je leur offre. Je ne peux que contrôler si je continue à l'offrir à des gens qui l'utilisent pour me faire du mal.
De nos jours, j'offre mon amour avec soin, sélectivement, à des personnes qui comprennent sa valeur et le rendent en retour. Chloé, évidemment, mes voisins qui sont devenus des amis, mes élèves de photographie qui sont devenus comme une famille, les gens du centre d'aide qui partagent leurs histoires et me confient leurs douleurs. L'amour est toujours la force la plus importante dans ma vie. Mais maintenant, il inclut l'amour pour moi-même, que j'avais en quelque sorte oublié dans l'équation. Si vous écoutez cette histoire et que vous y reconnaissez quelque chose de familier, si vous avez été abandonné, exploité ou manipulé par quelqu'un en qui vous aviez entièrement confiance, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Il n'est pas trop tard pour vous sauver. Peu importe si vous avez 73 ans comme moi quand je me suis enfin battue, ou si vous êtes encore plus âgé. Peu importe si la personne qui vous fait du mal est votre enfant, votre conjoint ou quelqu'un d'autre que le monde, attend que vous aimiez inconditionnellement. Vous avez le droit de vous protéger. Vous avez le droit de poser des limites. Vous avez le droit de dire non aux relations qui diminuent votre dignité ou menacent votre bien-être. Vous n'êtes jamais trop vieux pour recommencer. Vous n'êtes jamais trop abîmé pour guérir. Vous n'êtes jamais trop seul pour créer de nouveaux liens basés sur le respect mutuel au lieu de l'exploitation. J'ai appris que le traceur GPS qui m'a sauvé la vie cette nuit-là dans les bois n'était pas vraiment la technologie dans mon sac. C'était la boussole interne qui a finalement commencé à pointer vers ma propre valeur au lieu des besoins des autres. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de vous éloigner des gens qui ne savent pas comment vous aimer en retour. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'arrêter de trouver des excuses aux gens qui vous font du mal. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de réaliser que vous n'avez besoin de la permission de personne pour vous valoriser. Mon fils m'a conduite dans la forêt pour un pique-nique et m'y a laissé pour mourir. Mais il m'a aussi, sans le savoir, offert le plus grand cadeau de ma vie, l'opportunité de découvrir que j'étais assez forte pour me sauver. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Avez-vous déjà eu à choisir entre la loyauté familiale et votre propre bien-être, entre maintenir la paix et exiger le respect? J'adorerais lire votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Que vous vous battiez encore pour votre liberté ou que vous l'ayez déjà revendiquée, partager nos expériences aide d'autres personnes à réaliser qu'elles ne sont pas seules. Et si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a fait réfléchir à vos propres relations, ou vous a rappelé quelqu'un que vous aimez et qui pourrait avoir besoin de l'entendre, s'il vous plaît, mettez un j'aime sur cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Continuons à ouvrir nos cœurs à la vérité, même quand elle est douloureuse. Continuons à nous soutenir mutuellement alors que nous apprenons à nous valoriser. Continuons à prouver qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire la fin de nos propres histoires. Merci de m'avoir écouté. Merci de votre intérêt. Merci de faire partie d'une communauté qui croit que tout le monde mérite un amour qui n'a pas de prix. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, vous êtes digne, vous avez de la valeur, vous êtes suffisant, exactement comme vous êtes. Et vous n'êtes jamais trop vieux pour rentrer chez vous, en vous-même.